Énergie potentielle. Soit E1, E2, deux systèmes matériels disjoints en mouvement par rapport à un repère R. Énergie potentielle associée à des efforts extérieurs. Si quel que soit le mouvement de E2 par rapport à R, la puissance P de E1 sur E2 par rapport à R s'écrit sous la forme moins la dérivée sur dt de E1 sur E2 par rapport à R, nous dirons qu'on peut associer aux actions mécaniques de E1 sur E2 dans le mouvement de E2 par rapport à R l'énergie potentielle suivante. E, énergie potentielle montée E, de E1 sur E2 par rapport à R. Donc on a deux systèmes E1, E2, E2 en mouvement par rapport à R. Donc il y a une puissance qui s'exerce sur E2 par E1. Donc la puissance de E2 sur E1 par rapport à R est égale à moins la dérivée sur dt de l'énergie potentielle de E1 sur E2 par rapport à R. Donc si la puissance est écrite sous cette forme, on dira que le terme E de E1 sur E2 par rapport à R représente l'énergie potentielle de E1 sur E2 par rapport à R. Remarque, E est défini à une constante près, c'est l'énergie potentielle est définie à une constante près. Deuxième remarque, on annonce couramment l'existence de E en disant que les actions mécaniques auxquelles on peut associer E dérivent d'un potentiel. Exemple, effort de la pesanteur. Soit un système matériel E au voisinage de la Terre, et soit GO, l'accélération de la pesanteur en ce voisinage. Donc GO, c'est l'accélération de la pesanteur au voisinage de la Terre. On peut écrire, d'après la définition de la puissance, que la puissance de la pesanteur sur E, sur le système E par rapport à R, est égale à l'intégrale sur E de GO VP par rapport à R dm. D'après, bien sûr, la définition de la puissance. On avait dit que la puissance est égale à l'intégrale de phi P VP par rapport à R d mu. Donc là, phi P, le point courant P ici remplacé par E, donc phi P c'est G de P, et la mesure d mu ici c'est dm. Donc GVP dm égale à G de O, et bien sûr je peux remplacer la vitesse par la dérivée du vecteur position OP sur dt par rapport à R, le tout fois dm, égale à d sur dt de GO fois l'intégrale de OP dm, car GO est considéré constante dans l'entourage de O, donc GO est constante, donc ne dépend pas de l'intégrale. Donc je peux permuter la dérivée et l'intégrale, donc l'intégrale de la dérivée de OPDM est égale à la dérivée de l'intégrale de OPDM. Donc là j'ai permuté la dérivée et l'intégrale puisque la masse est conservative. Donc je remplace l'intégrale de GO d de OP sur dtdm par la dérivée sur dt de l'intégrale de OPDM fois GO. Donc bien sûr je peux mettre GO à l'intérieur de l'intégrale puisque GO ne dépend pas de l'intégrale. Et enfin, donc ça va être d sur dt de GO et je remplace l'intégrale de OP dm par la masse totale fois G puisque c'est la définition de centre d'inertie. Donc on obtient le résultat suivant. L'énergie potentielle ici est égale à moins MEGO fois OG, car d'après la définition, si on peut écrire la puissance sous la forme de moins d sur dt de l'énergie potentielle, donc le terme ici représentera l'énergie potentielle. Donc ici la puissance est exprimée sous la forme de d sur dt de G fois M fois OG, d'où l'énergie potentielle est égale à moins, puisqu'il y a un signe moins ici, est égale à moins MEGO fois OG. Donc, deuxième cas, l'effort dans le cas d'un ressort, soit un ressort travaillant en traction, compression, mais aussi en torsion selon l'axe OX. Donc ici, on a un ressort supposé travaillant en traction-compression, ça veut dire qu'il aura
une longueur variable, mais aussi en torsion. Torsion, ça veut dire rotation autour de x0. En torsion, ça veut dire qu'on aura un θ initial. Donc θ est variable, donc on aura un θ initial et un θ initial, θ0, et un θ à l'instant t. De même, une longueur initiale L0 et une longueur L à l'instant t. Donc K et C étant les raideurs en traction et torsion, donc K bien sûr c'est la raideur en traction, compression, et C c'est la raideur en torsion. L0, longueur à vide du ressort R, et θ0, son angle de torsion à l'état initial. L0 à vide, θ0 à vide, dans le cas de la traction et dans le cas de la torsion. Et soit L, sa longueur, et θ, son angle de torsion à l'instant t. Donc de même, L et θ seront la longueur et l'angle à un instant t. La puissance développée par les efforts du ressort, dans son mouvement bien sûr par rapport à R, est P du ressort sur S par rapport à R est égal au torseur statique du ressort sur S fois le torseur cinématique de S par rapport à R. Le torseur statique, je peux le remplacer par ces éléments de réduction, donc la résultante du ressort sur S, c'est-à-dire une force, et un couple, le moment au point P du ressort sur S. Alors, puisque le premier torseur est exprimé au point P, le deuxième torseur cinématique sera exprimé au point P. Donc, oméga de S par rapport à R, vitesse de rotation, et Vp appartenant à S par rapport à R au point P. Donc, on multiplie comme toujours la résultante du premier fois le moment du deuxième, et le moment du premier fois la résultante de deuxième. Donc, moins K, delta L, longueur finale moins la longueur initiale, le tout porté par X, puisque ici, le mouvement se fait, le mouvement de translation se fait suivant X, ainsi que la rotation. De même, donc ça c'est pour donc ça c'est l'effort dans le cas de la traction, compression, donc raideur en traction. Alors pour le couple, on va utiliser la raideur en torsion, donc c'est moins C. Par analogie bien sûr, c'est moins C. θ angle final ou bien l'instant t moins l'angle initial θ0, le tout porté par X. Ensuite, pour le torseur cinématique, mouvement de rotation suivant X, donc θ point porté par X, et translation suivant X, donc L point porté par X. Car il y a une variation de la longueur, donc la vitesse égale, donc c'est L point, et bien sûr la rotation, ça va être θ point. Donc cela vous donne donc la résultante fois le moment deuxième, donc c'est moins KL moins L0 fois L point, moins C θ moins θ0 fois θ point. Et je cherche bien sûr à écrire la puissance sous la forme de moins la dérivée de l'énergie potentielle. Donc tout simplement, il faut chercher la primitive de ces deux termes. Donc c'est très simple. La primitive de la première, c'est 1 demi KL moins L0 au carré. Donc si je dérive ce terme, j'obtiens le résultat. Et là, de même, la primitive de deuxième terme, c'est 1 demi C θ moins θ0 au carré. D'où l'énergie potentielle de R sur S par rapport à R est égale 1 demi K L moins L0 au carré plus 1 demi C θ moins θ0 au carré plus bien sûr une constante qu'on nomme en général. Remarque, la première remarque, si le ressort travaille seulement en traction, alors on prend juste le premier terme. Donc l'énergie potentielle de R sur S par rapport à R est égale 1 demi K L moins L0 au carré. Alors si le ressort travaille en torsion seul, alors on prend le deuxième terme. Donc ça va être 1 demi C θ moins θ0 au carré. Troisième remarque, l'énergie potentielle des pseudo-intérêts forts d'un ressort, R entre deux solides S1 et S2 garde la même forme. Donc ça va être toujours 1 demi K L moins L0 au carré plus 1 demi C θ moins θ0 au carré. Sauf que dans ce cas, L est une longueur relative entre S1 et S2 et θ est un angle de torsion relatif entre S1 et S2. Énergie potentielle associée aux intérêts forts. Si quel que soit le mouvement de S1 et S2 par rapport au paire R, la puissance des intérêts forts P, S1, S2 est changée entre S1 et S2 peut s'écrire sous la forme P est égal, PS1, S2, WH est égal à moins la dérivée de l'énergie potentielle S1, S2 est changée. Alors nous dirons
qu'on peut associer aux intérêts forts entre S1 et S2 l'énergie potentielle E, S1, S2. Soit le pendule suivant, en lisant pivot d'axe OY0 par rapport au bâti, calculer la puissance de la pesanteur sur ce pendule par deux méthodes différentes. Donc ça, c'est un exercice d'application dans lequel on peut utiliser pour calculer la puissance soit la méthode directe comme de torseur, ou bien ici comme application, on peut utiliser la relation entre la puissance et l'énergie potentielle. Donc la puissance est égale à moins l'énergie potentielle. Donc je peux utiliser cette méthode pour calculer la puissance de la pesanteur. Donc je vais vous mettre le lien dans la description.